Je présente parce qu'en fait, justement, le lien avec la photo contemporaine, elle se fait aussi avec le collectif FETAR, parce que quand on a créé le prix, on a travaillé tout de suite avec le collectif FETAR qui nous accompagne sur le conseil artistique. Et en fait, vous êtes plutôt vous spécialisé sur de la photo contemporaine. D'ailleurs, on a eu des questions. On se disait, mais pourquoi un partenaire sur la photo contemporaine alors qu'on travaille sur la photo sociale, quoi. Voilà, en tout cas, tu pourras aussi donner ton point de vue, Amélie. Picto a assuré les tirages, les très beaux tirages qui sont au rez-de-chaussée. On travaille bien sûr comme partenaire avec la mairie du 10e arrondissement. L'exposition a été montée avant à Toulouse à la Galerie du Château d'Eau. Donc on travaille avec une série de partenaires créant comme ça une forme d'alliance entre le milieu de la photo, entre le milieu des associations et puis des partenaires qui ne sont pas forcément liés à la photo. La mairie du 10e n'est pas un acteur en tant que tel de la photo, mais il est un peu entre les deux, avec une mairie qui est quand même très portée aussi sur un intérêt très fort sur la photographie. Voilà. Puis un autre partenaire aussi important pour nous qui est la SAIF, la société en fait de collecte et de soutien aux photographes autour de l'image, voilà, qui est un acteur clé aussi du prix Caritas. Voilà. Mais bon, vous êtes venus pour voir des photos et discuter de tout ça. Alors je propose qu'on va démarrer peut-être par Sarah, si tu veux bien, sur ta série qui a été réalisée à la Grâce. Alors un petit truc, parce que j'en profitais pour relire ta biographie, parce que je te connaissais, mais finalement je me suis dit, tiens, il y a 2 ou 3 trucs qui me paraissaient intéressants. C'est qu'en fait, tu es diplômée d'anthropologie. Et ça change une manière de regarder quand même ton travail, puisqu'on voit que ça a influé largement. Et puis aussi, tu es quand même très tourné autour des questions des droits de l'homme. Enfin voilà, c'est ce que tu mets d'ailleurs dans ta biographie. Je te laisse te présenter ta série et puis nous expliquer ta démarche. Effectivement, j'étais journaliste pendant longtemps pour France 24. J'étais reporter multimédia pour eux. Jadis diplômée de sciences sociales. Il y a un certain temps, mais peut-être que ça donnait une certaine couleur à la manière de faire un regard et une manière de faire du terrain aussi et d'interagir avec les gens. Ça, c'est une série que j'ai commencée en l'été 2022, dans un petit village qui s'appelle La Grâce, qui est un petit village entre Narbonne et Carcassonne, que je connais bien, que je fréquente toujours depuis l'enfance. Et en plein cœur du village, il y a ce CADA, un bel endroit qui correspond pas forcément à l'idée CADA, pardon, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Par facilité, je l'appelle un CADA, qui est dans un très beau bâtiment du XVIIe siècle, une maison bourgeoise, qui est divisée en 13 appartements, aménagés de manière beaucoup plus spartiate que l'extérieur pourrait le laisser croire. 13 appartements, ça fait 13 familles, c'est un petit CADA par rapport au CADA qu'on peut avoir à Paris. Un centre familial. Au moment où moi j'ai commencé ce travail, c'était des familles. Donc, les familles viennent au gré des crises du monde. Au moment où j'y étais, c'était principalement des familles qui viennent d'Afrique noire. Beaucoup de femmes seules avec des enfants. D'où la présence, on voit pas mal d'enfants sur ces images. Parce que c'est aussi par eux que c'est passé, c'est eux qui m'ont facilité aussi un peu le travail, c'est eux qui traduisent aussi. Il y a certaines familles qui parlent français, beaucoup qui ne le parlent pas parce qu'ils viennent d'arriver en France. Et les enfants sont tous scolarisés. À partir de l'âge où ils sont scolarisés, ils vont à l'école, donc ils apprennent le français plus facilement. Travailler dans un CADA, enfin dans celui-là, en gros, c'est aller frapper à la porte des appartements. C'est comme de débarquer dans un immeuble et d'aller taper chez les gens, ça pourrait être vous, en leur demandant de nous accueillir chez eux, ce qui constitue leur chez eux pendant un certain temps. Donc c'est une démarche assez intrusive, pour revenir sur la question de la photo sociale. Je ne sais pas si je le faisais chez vous, ils ne me connaissent pas en fait, et je débarque et je dis que je suis journaliste, que je suis photographe, et je débarque avec un appareil photo. Donc ce que j'ai dit au vernissage, c'est que dans ces moments-là, en fait, l'étrangère, c'était moi. Et je pense que c'est vraiment ça aussi. Peut-être que l'anthropologie, c'est ça, c'est de réfléchir à la place de l'étranger, en tout cas sur ces questions d'asile. Donc il y a certaines familles qui ont accepté de partager leur intimité avec moi, d'autres pas du tout. Au départ, quand j'ai commencé le travail, je me disais 13 appartements, je voulais être un peu exhaustive. J'ai très rapidement renoncé à ça, parce que je pense que c'est des sujets qui demandent de l'improvisation et de l'adaptation en permanence, parce que on travaille avec de l'humain. J'ai bien sûr pas insisté, sachant qu'en plus c'est un public vulnérable qui est dans cette période très particulière.
En fait, on reste dans un centre de demande d'asile le temps que la demande soit traitée par les services d'immigration. Ça peut prendre des mois. Il y a des familles que j'ai rencontrées à ce moment-là qui étaient là depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, les temps ont tendance à se raccourcir, pas forcément dans l'intérêt des demandeurs d'asile, mais les traitements vont un peu plus vite. Et pendant ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ce qu'on m'a dit, d'ailleurs, les gens du village m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le CADA ? Il ne se passe rien. » Effectivement, il ne se passe rien, et c'est ce rien aussi qui m'a intéressée. J'ai voulu travailler sur l'attente, parce que voilà, quand on est demandeur d'asile, on n'a pas le droit de travailler. C'est un centre qui est ouvert. Les portes du CADA sont ouvertes sur une très jolie petite place, la place de la Bouquerie. C'est un très beau village qui est connu. Il y a une magnifique abbaye médiévale. Après, c'est un village qui est assez isolé. La première gare est à 20 minutes en voiture. La plupart des gens... Aucun demandeur d'asile n'a de voiture. Ils savent quand ils sont arrivés, ils ne savent pas quand ils vont repartir. Voilà, il y a une espèce de fragilité inhérente à cette situation, et c'est ça qui m'a intéressée. Je n'ai pas cherché à documenter, je pense, comme dans un projet photojournalistique classique, comment on y mange comme partout, on y dort comme partout. Et plus travailler sur ce sentiment d'attente et sur comment ça s'imprègne chez les personnes, dans les lieux, parce que le lieu aussi est un personnage. Travailler sur cette tension, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup porté pendant ce travail, qui est une géographe qui s'appelle Camille Schmoll, Les damnés de la mer, et qui parle de cette tension entre le temps qui se dilate et l'espace qui se rétracte. Le temps qui se dilate parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester, on ne sait pas ce qui va se passer derrière, on ne sait pas si on va pouvoir rester en France. Voilà, cet endroit, ils ont le droit de sortir, ils doivent rendre des comptes, mais on n'est pas, voilà, c'est pas un centre de rétention, c'est ouvert, un CADA. Parmi les familles que j'ai rencontrées, il y avait beaucoup de femmes seules, femmes africaines, et qui n'investissent pas l'espace public. Donc elles sont dans ces petits appartements, et plus le temps passe, plus on trouve que le temps est long. Un peu comme un effet peau de chagrin de l'espace. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de huis clos, de ne travailler que sur le lieu. Parce qu'on m'a dit que j'aurais pu travailler sur... j'aurais été curieuse de voir la rencontre avec les villageois. C'est un village qui est particulièrement accueillant, dans une région qui, en plus, le Rassemblement national a fait des scores assez importants. Là, c'est un village où il y a vraiment une tradition d'accueil. Le centre a ouvert dans les années 80 pour les boat people. Et depuis, ils accueillent. J'aurais pu faire ça, mais ça aurait été un autre sujet. Là, j'ai vraiment voulu travailler sur cet espace. Et justement, le choix de traitement des photos, il y a des formes de pièces vides. En fait, on voit plutôt des situations, presque des natures mortes. Il y a des portraits un peu de ce style. Voilà, c'était ça, les photos un peu d'espace vide. Pourquoi ce choix de deux types de traitements, des portraits d'un côté ? Dans ce traitement de l'attente, c'est un travail que j'ai fait sur une durée d'environ 1 an et demi, avec plusieurs séjours réguliers. Et c'est comme si cette attente, en fait, ce moment suspendu, transpirait dans le lieu lui-même. Et c'est aussi de faire le lieu, de le traiter comme un personnage en lui-même. C'est effectivement ces endroits qui sont très vides. Alors, il y a des moments, les enfants, eux, investissent plutôt les espaces. Pour eux, c'est en fait, et puis les enfants sont très résilients et continuent de vivre leur vie d'enfant et investissent ces espaces publics comme des espaces de jeu. J'avais vraiment cette sensation que ça transpirait l'attente et de rendre compte de ça à travers les lieux et pas seulement les personnages. Et du coup, pourquoi ce choix des demandeurs d'asile, d'aller travailler dans un CADA en particulier ? Quand j'ai travaillé pour France 24, j'ai beaucoup travaillé sur les questions migratoires. C'est passé en 2015, les accords européens. J'étais à Lesbos, j'étais à Athènes, Calais. Bon, j'avais souvent traité le sujet à l'aune de crise ou d'actualité forte ou pour son aspect, on va dire, plus spectaculaire. Et en même temps, il y a une suite de l'histoire et de ces gens qui arrivent en Europe, en l'occurrence en France, et qui sont là. Et j'avais la sensation s'il ne se passait pas quelque chose, que dans ces moments où, soi-disant, il ne se passe rien, on les voyait plus, en fait, qui disparaissaient un peu du spectre. Et j'avais envie moi aussi, par rapport au temps de l'actualité continue qui a été le mien pendant très longtemps, de respecter ce temps long. Et pour ce sujet-là, c'était quelque chose qui ne pouvait se faire que dans le temps long. Je pense que j'avais besoin de l'expérimenter aussi avec eux. Et en ce qui concerne le choix de ce CADA, parce que La Grasse, c'est un village que je connais bien. C'est une histoire d'enfance. Je vous parlais des boat people quand j'étais petite. Moi, je jouais avec les boat people. Et maintenant, je suis maman. J'ai 2 petites filles. Et en fait, quand on arrive
à la Grâce. Pour nous, on y va en vacances. Leur premier réflexe, c'est de filer au CADA pour aller jouer avec leurs copains, si elles les retrouvent. Que par nature, c'est un lieu de transit, donc parfois les copains sont plus là. Et c'est par une petite fille dont on voit le portrait, une petite fille qui a la main comme ça, Mariam. En fait, c'est elle qui est venue à la maison et qui m'a présenté sa famille. C'est passé par là, et de voir aussi la facilité avec laquelle les enfants vont les uns vers les autres, sans se poser de questions de statut, de... Mes filles, elles ne savent pas ce que c'est que des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants. Et elles s'en foutent. Et quelque part, elles ont bien raison. Les relations reviennent à quelque chose de beaucoup plus essentiel. Il y a parfois des histoires qui sont sous votre nez, qui existent, les voir ou les regarder. Et oui, et ce qui est aussi intéressant d'ailleurs dans la photo sociale, la plupart du temps, c'est que vous gardez des relations avec les personnes photographiées. Je sais que tu en... Il y en a quelques-uns qui étaient d'ailleurs au vernissage, une famille en tout cas. Je pense que c'est des sujets qui nous engagent réellement, qui nous responsabilisent même vis-à-vis des personnes qu'on rencontre. Moi, j'ai passé pas mal de temps avec eux, qui génèrent de l'inquiétude, effectivement, on se suit en plus maintenant avec les facilités qu'on peut avoir par WhatsApp. J'ai des nouvelles, il y a une famille qui maintenant est à Paris, qui n'a pas eu le statut, qui est donc sans papier. Parce que l'alternative après le CADA, rapidement, le processus de l'asile, on reste au CADA, on a son asile ou pas. Si on ne l'a pas, on a une première option qui est de faire appel auprès de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Si on a un refus à l'issue de la CNDA, après, on reçoit une obligation de quitter le territoire au QTF. On est censé partir, ce qui est rarement le cas. Donc on se retrouve dissous dans la masse des sans-papiers. Et donc là, il y a effectivement une famille qui est à Paris avec qui je continue ce travail. Merci beaucoup. Si tu veux, on peut passer au travail de Matt, qui est très différent, en fait, à la fois dans le traitement artistique et dans le sujet. Alors, Matt, toi, tu es un photographe déjà assez reconnu, cofondateur du collectif Tendance Floue il y a quelques temps. Tu as fait un gros travail sur le Chiapas en particulier, Valparaiso aussi. Voilà. Donc là, tu as fait une série sur la France, sur une première intuition sur une personne à la rue, mais bon, je ne vais pas dévoiler, spoiler le propos. Donc, je te laisse présenter ta série. Il y a un lien déjà avec c'est très très différent de la série de Sarah, mais il y a quand même un lien, c'est que ça part d'une histoire perso. J'ai intitulé ce sujet Thierry et la violence du monde. Je ne sais pas si c'est un bon titre ou si c'est un titre définitif, mais parce que j'ai rencontré Thierry, que je n'ai pas été chercher très loin, puisqu'il est venu à moi. Je l'ai rencontré dans un petit village du Loir-et-Cher dans lequel j'habite, hein, et il faisait la manche à l'épicerie. Donc j'ai entamé une discussion avec lui. C'était en plein hiver. Et j'ai proposé de l'héberger. Petit à petit, il y a eu un lien qui s'est tissé. Il m'a raconté son histoire, donc une histoire de sans-abri, de marcheur depuis 25 ans, ex-légionnaire, en rupture totale avec la société, c'est-à-dire jusqu'à ne pas avoir de pièce d'identité, de carte vitale, de RSA ou quoi que ce soit, mais avec une sorte de lucidité sur le monde. Et c'est quelqu'un aussi qui avait fait la guerre du Golfe en 1991, qui était dans les commandos. Il m'en a un petit peu parlé, et c'est pour ça que j'ai intitulé La violence du monde. C'est que le projet initial, c'était de partir sur la route avec lui, de me mettre pour un temps donné dans la peau d'un SDF, d'être son compagnon, et de raconter son histoire intime, mais aussi tout ce qui en découle, c'est-à-dire la violence du monde. Et notamment, je pense qu'il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui d'un point de vue géopolitique, qui démarrent à peu près à cette date-là, en 1991, avec l'invasion du Koweït, etc. Enfin, je ne vous resitue pas l'histoire, tout le monde la connaît. Il se trouve que ce projet est arrivé à un moment où il y avait cette proposition, certains doivent être très au courant de ça, de la BNF, du Radioscopie de la France, de l'après-Covid, et que j'ai fait une proposition pour ce projet qui a été accepté, qui a été choisi parmi les 200 photographes qui ont tous travaillé sur des sujets extrêmement variés sur la France, et que là je proposais de parler de la précarité, à travers ce voyage avec ce personnage, Thierry. Donc je lui ai posé la question, il a été OK.
Et puis j'ai proposé le projet, donc il a été accepté. Et entre-temps, il est parti, il a repris la route. Il est reparti du côté de l'Est de la France. J'ai reçu un coup de fil en me disant bah, c'est OK, je te donnerai un lieu de rendez-vous, tiens-toi prêt. Puis j'ai plus jamais eu de nouvelles. Il a disparu. Donc c'est là que commence la vraie histoire en fait. J'ai jamais suivi Thierry et finalement j'en sais pas tellement plus que ce que je viens de vous dire sur Thierry. J'avais noté quand même, il m'avait appelé avec un téléphone portable que j'avais gardé et donc j'ai rappelé ce téléphone portable et je suis tombé sur une vieille dame qui s'appelait Paulette, qui était une dame qui aidait Thierry à l'Île-sur-le-Doubs, près de Besançon. Et puis j'ai longuement discuté avec Paulette de son engagement auprès des SDF, des sans-abri ou des personnes fragilisées. Et puis un jour, j'ai dit, Paulette, je viens vous voir, on en reparle. Et j'ai commencé en fait cette enquête, entre guillemets, à la recherche de Thierry, à Besançon, qui était le dernier endroit où il avait été aperçu. Puis donc, j'avais fait un portrait de lui qui est celui-ci, que j'ai fait avant que tout ça commence, c'était juste après que je l'ai rencontré. Le portrait que je fais de lui, le gros plan, c'est chez moi, dans ce petit village de Loir-et-Cher. Et donc, je présentais cette photo aux sans-abri de Besançon. Donc, c'est une ville où il y a, je sais pas, entre 120 et 150 personnes dans la rue. Et petit à petit, j'ai investi le milieu des SDF et qui ont commencé à me raconter leur vie. Je les ai questionnés, je les ai enregistrés. Pour tenter de comprendre finalement c'était quoi ce statut d'être à la rue, et cet état, et pourquoi des gens, à un moment donné dans leur vie, se retrouvaient à la rue. Parce qu'évidemment, en principe, on ne naît pas à la rue, on y tombe, quoi. Donc après, j'ai pas eu de réponse très claire à cette question-là, parce que en fait, j'ai découvert que, tout le monde le sait aussi, que évidemment, ça provient forcément d'une chute, et que cette chute, elle est intime, elle est très personnelle, elle peut être économique aussi, mais ça provient souvent, enfin, ce sont des gens un peu fracassés de quelque chose, et il y a un moment, il y a un truc de trop qui fait qu'ils dérapent. Tout le monde le sait, il y a aussi ces problèmes avec l'alcool, la drogue. Besançon est une grosse plaque tournante de la drogue aussi. Donc, j'ai pas eu de réponse. Et puis, petit à petit, en fait, tu le disais, Emmanuel, moi, je viens du documentaire, mais je me suis toujours interrogé sur la nécessité du documentaire et surtout comment raconter des histoires. Dans ce sujet-là, spécifiquement, j'avais très peur de tomber dans l'esthétique de la misère, qui est une esthétique qui existe, en l'occurrence, mais qui est assez facile, qui est très photogénique, très photographique. Et donc j'ai évité d'alourdir le propos et de les rendre humains. Je ne sais pas si j'ai réussi. En tout cas, je sais notamment dans l'exposition, j'ai souhaité absolument qu'il y ait des textes. C'était aussi pour alléger le poids de la photo et donner des mots là où ils étaient vraiment nécessaires. Parce que finalement, en photographiant des sans-abri, on raconte rien, quoi. On ne peut pas raconter à travers l'image. Là, je pense qu'elle a un petit un handicap, un manque. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Peut-être que j'ai tort, mais il fallait absolument que je colle des mots, leurs propos d'abord, et ensuite mes impressions sur cette histoire-là. Donc ça a été à la fois une quête. Alors c'est une enquête au départ parce que évidemment la forme que je n'ai pas forcément choisie, elle s'est transformée en enquête. Après, je suis pas professionnel de l'enquête, je suis ni journaliste ni flic. Par contre, j'arrivais là à trouver un prétexte finalement pour parler aux gens. Je les questionnais en fait. Est-ce que je montrais donc cette photo, est-ce que vous connaissez cet homme-là? Certains le connaissaient, certains m'ont raconté des choses sur lui, et après on enchaînait sur leur propre histoire, et chaque histoire est riche d'humanité. J'ai constaté petit à petit que la finalité d'un projet comme ça, c'est surtout du texte en fait. Le texte va plus porter les images, enfin donner une valeur aux images, plutôt que les images elles-mêmes. Après, ici, je crois que j'ai montré, oui,
des séquences d'images. C'est pour notifier qu'on rentre à chaque fois dans un récit. Et ce qui m'intéressait, c'était d'associer aussi l'atmosphère de la ville de Besançon qui se passe pour que tout d'un coup, ça prenne un sens dans le récit. Tu disais que tu voulais pas faire des images un peu clichés de la rue, de la misère. Et comment concrètement tu t'y es pris pour essayer de dire ça, je le fais pas, ou cette forme-là? Et comment où tu utilises ton esthétique habituelle? Tu fais beaucoup de travail en noir et blanc, j'imagine, essentiellement. Est-ce que tu as dû modifier ton traitement en photo habituel ou Non, il y a tout simplement des choses que j'ai pas prises en photo. Par exemple, il y a un gars qui est devant sa voiture, il vit dans sa voiture, ce que je raconte pas là dans l'image. En fait, il pose devant une voiture. Bon, il se trouve qu'il vivait toute l'année dans la voiture. Alors après, ce gars-là, j'ai pas pu parler longtemps avec lui, mais d'autres m'en ont beaucoup parlé parce que c'était un personnage assez atypique, hein, d'origine des pays de l'Est, hein, et il était assez. Besançon, c'est une des villes les plus froides de France, hein. Bon, il vivait toute l'année dans sa bagnole. Bon, je peux vous dire que la bagnole, elle était très photogénique, entre guillemets, évidemment. Ben, j'ai évité, le gars était très accueillant, j'aurais pu faire tout un tas de choses autour de cette esthétique, je dirais, parce que c'est vraiment, il y a une esthétique de la misère, je ne l'ai pas fait. Pour moi, dans le portrait de Thierry, c'est pas du tout le portrait d'un sans-abri, c'est le portrait d'un homme qui a un certain âge et qui transpire une certaine humanité. C'est ce que j'ai découvert chez Thierry, parce que aussi, ce qui est très paradoxal, parce que c'est aussi quelqu'un dont le métier était de tuer, dont le métier était d'être un militaire, donc il était dans les commandos. C'est quelqu'un aussi qui m'a dit qu'il avait serré des poignées de main Mitterrand. Donc c'est quelqu'un qui a été extrêmement décoré, qui est totalement paradoxal et qui, pour moi, racontait ce monde-là dans lequel on vit et auquel on assiste tous. Donc dans la scénographie au rez-de-chaussée, tu as choisi d'écrire à la main autour des photos. Pourquoi ce choix et non pas faire un joli texte imprimé, qui est une belle calligraphie? Parce que l'écriture manuscrite à la main, alors après il y a un autre écueil, ce serait de tomber dans quelque chose de trop plastique, trop plasticien aussi. Mais l'écriture à la main, c'est une écriture que j'espère sincère, en fait, qui sort de la main, quoi. Alors une autre série encore un petit peu différente, mais qui fait écho à tout ça. Donc c'est Emmanuelle Asquette qui va nous la présenter. Donc, sachant qu'Anaïs est en Pologne elle veut aller en Ukraine, donc elle n'a pas pu rentrer à temps pour le débat. Et donc Emmanuelle qui a écrit, donc toujours dans le livre, la petite présentation du travail d'Anaïs. Emmanuelle, tu as un parcours plutôt dans le littéraire au début, après dans la photo, chez Magnum, si j'ai bien compris. Et puis maintenant, tu fais pas mal de travail autour du commissariat. Donc aussi, tu travailles beaucoup pour la BNF avec la grande commande photographique, en l'occurrence. Bonsoir. Oui, donc Emmanuelle et Anaïs m'ont chargé de présenter son travail. Je vais essayer de faire du mieux possible. Donc Anaïs, en effet, elle est actuellement à la frontière avec la Pologne, avec l'Ukraine, pardon. Elle est en Pologne pour son projet Perles d'Ukraine, qui est un projet qu'elle poursuit donc sur les survivantes des violences faites aux femmes dans la guerre. Donc elle avait commencé au Congo. Il me semblait important, avant de rentrer dans la série, de vous raconter un petit peu son parcours, parce que ce qu'elle a réalisé ici, c'est vraiment le fruit d'un parcours et d'une formation de photographe qui s'est fait par étapes. Donc, elle a commencé à se former en autodidacte, au cours de stages, aux rencontres d'Arles avec Éric Bouvet, Antoine D'Agata. Ensuite, elle a fait du reportage pendant 7 ans à Bordeaux, où elle vivait. Donc là, elle travaillait surtout en noir et blanc, assez classique. Et puis, elle est venue à Paris et là, elle s'est réorientée en travaillant dans les studios de mode et de luxe auprès des grands photographes comme Jean-Baptiste Modino, Jean-Paul Goude, Hélène Van Urves, Craig Maddin, donc qui l'ont plongée dans des univers absolument extraordinaires. Je la cite, et où elle a appris la technique, la lumière, la mise en majesté des modèles. Enfin, pour elle, ça a été une école assez extraordinaire. Et surtout la découverte de la couleur. À partir de là, elle a commencé vraiment un travail de coloriste. Ensuite, pendant 4 ans, elle est devenue assistante du grand portraitiste Denis Rouvre, et avec lequel elle a rencontré
Médecins du Monde, sur un projet sur les violences faites aux femmes, XXX Heroes. Et à partir de là, Anaïs a décidé de se consacrer au portrait, puisque c'est un genre qui vraiment l'affectionne énormément. Donc elle a réorienté, et la rencontre avec Médecins du Monde a été importante aussi, elle a réorienté tout son travail autour de l'humanitaire, et elle se définit aujourd'hui comme portraitiste engagée dans le terrain humanitaire et social. Le reportage Héroïne 17, elle l'a proposé comme maths dans le contexte de Radioscopie de la France, donc de la grande commande aux photojournalistes, et son projet a été choisi par le jury, parmi 200 autres projets choisis. Donc c'est un travail qu'elle consacre à des jeunes femmes qui sortent de l'aide à l'enfance, puisque l'âge limite de l'aide à l'enfance, c'est 17 ans. Après ça, il faut qu'elles se débrouillent, donc généralement elles se dirigent vers des structures, corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc elle a commencé son travail en prenant contact avec des structures pour rentrer en contact avec ces jeunes femmes. Alors, le contexte de la commande Radioscopie lui a donné la possibilité et les moyens de mener ce travail à fond. Vraiment, elle s'y est consacrée totalement pendant 1 an, puisqu'elle avait 7 mois pour réaliser le reportage et 3 mois pour réaliser la post-production. Alors, ce qu'elle m'a dit, et on a fait plusieurs rendez-vous, donc je l'ai vu avancer au fur et à mesure, c'est qu'en fait, elle n'avait pas mesuré à quel point l'approche allait lui prendre autant de temps. D'abord, le contact avec les structures. Il y a eu beaucoup de refus, et puis elle a réussi quand même à rentrer en contact avec certaines jeunes femmes. Et ensuite, il fallait approcher les jeunes femmes, leur expliquer le projet, enfin arriver à la phase de réalisation qui sont donc des portraits mis en scène, avec quelques natures mortes qui sont aussi quelque part une façon de portraitiser des objets. Pour moi, sa photographie, la façon dont j'aime la nommer, c'est une photographie réparatrice. Donc c'est un travail qu'elle a mené d'abord en respectant la temporalité et l'univers de ces jeunes femmes, en récoltant des paroles. Donc elle a commencé par parler énormément avec elles, récolter leurs témoignages, qui sont d'ailleurs produits dans le livre également, en début de livre. Puis ensuite, elle les a invités à co-réaliser ces portraits avec elle. Donc, et c'est là que son expérience de photographe de mode a été un atout, parce qu'en fait, ces jeunes femmes, elles étaient assez fascinées par l'univers d'Anaïs, cet univers de la mode, pour certaines. Donc, ça lui a permis de leur offrir une façon de se montrer, de passer un beau moment. Les jeunes femmes venaient soit comme elles étaient, soit elles pouvaient décider de choisir une tenue, comme le portrait de cette jeune femme avec une robe rose extrêmement extravagante. Voilà, c'est leur maquillage, mais elle n'a pas du tout fait Alors, elle a fait des mises en lumière, des placements, mais pas de mise en scène. Tout est fait en lumière naturelle, donc il y a vraiment une maîtrise de la lumière, une maîtrise technique que moi je trouve assez remarquable. C'est le fruit d'un très très long parcours, d'une approche délicate et de beaucoup d'attention. Voilà ce que je peux dire sur le protocole, le process de production de ces images et sur l'engagement d'Anaïs. Enfin, elle tient à le dire, elle a voulu mettre en image une résistance plus que des conditions complexes et difficiles. Merci beaucoup. Puis dans ton texte aussi, tu avais parlé des couleurs. Enfin, il y a souvent une palette un peu pastel avec des... Je le redis, pour moi, c'est une très grande coloriste. Donc évidemment, il y a une attention portée aux couleurs, alors soit les vêtements, parfois c'est le maquillage, mais il y a toujours une couleur vive qui ressort. Et puis il y a ces natures mortes qui sont pour elle dit que c'est des respirations dans la construction de l'histoire et du livre. Et c'est aussi des choses extrêmement métaphoriques. Je pense qu'on peut projeter beaucoup de choses. Alors Anaïs, elle y raconte des scènes de rue, la sortie de l'enfance, on voit un ours en peluche. Voilà, tout ça est très symbolique et permet de raconter l'entre-deux et d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Mais aussi, on peut y projeter des choses extrêmement picturales. On peut y voir les pastèques de Frida Kahlo. Enfin, voilà, on y projette ce qu'on veut, mais ça reste ouvert, ces images-là. Il y a une phrase que j'ai bien aimée aussi dans ton texte, je la relis, du coup, c'est ne pas chercher à documenter les atrocités, mais à mettre en image la résistance. Oui, c'est exactement. Alors, je suis partie d'un entretien que j'ai fait avec Anaïs, donc c'est vraiment une retranscription de tout ce qu'elle m'a dit et de son intention, qui est véritablement celle-là. C'est mettre en majesté ces personnes, voilà.
ça pose bien les questions, enfin ça répond un petit peu aux questions que tu as posées en début de... Oui, d'où le titre des héroïnes, 17. 17 ans étant cet âge... Voilà, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais 17 ans, c'est aussi un âge très, On va très basculer vers difficile. 18 ans, on voilà, devient responsable encore plus de ses actes. C'est ce passage délicat et très complexe et difficile qu'elle a voulu... Enfin, elles ont plus de 17 ans, mais elles ont passé ce cap complexe. Suivi une vingtaine de jeunes femmes, vraiment... Après, certaines ne sont pas allées jusqu'au bout. Quand elles ont vu les images, elles n'ont pas souhaité continuer. Donc, mais oui, c'est quand même pas mal de... Il y a une vingtaine de personnes qui ont été abordées. Alors, ce qui est marrant avec Anaïs, c'est qu'elle a continué, parce que nous, quand on l'a primée lauréate, elle n'arrivait plus à s'arrêter. Elle a été encore reprendre des photos d'autres personnes. Et puis à un moment, elle s'est dit, oui, il faut peut-être que j'arrête quand même. Oui, et puis 7 mois, c'est extrêmement court. En fait, elle a vraiment commencé... Les personnes étaient en confiance très tardivement. Elle devait rendre son reportage à la BNF. Donc oui, elle a continué et elle est toujours en lien avec ces personnes qui étaient là au vernissage aussi. Oui, c'était le vernissage, oui, tout à fait. Ouais. Donc Dimitri, toi, tu as commencé journaliste aussi d'ailleurs, une grosse expérience en Afghanistan. Je suis toujours. Tu es toujours, de fait, tu es journaliste. Et puis donc voilà, maintenant directeur de la photo chez Polka, où il y a à la fois le magazine, la galerie, plein d'autres activités, librairie aussi. Comment tu vois les choses, photo sociale ? Pour continuer la conversation, moi je trouve que ces moments-là sont importants. Par exemple, là on a le travail de Sarah sous les yeux. Pour moi, on visite les lieux, c'est un peu comme un puzzle, on est dans cette découverte. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Sarah expliquait que les gens autour lui disaient « il ne se passe rien dans ce cas-là ». On voit ces moments de silence où il ne se passe rien. Je trouve que par rapport au bruit que l'on peut entendre de ce que veut dire, ce qui doit chahuter dans les têtes de ces gens qui sont dans le mouvement de l'exil et tous les drames qu'ils ont vécu et qui vivent encore, et bien d'un seul coup, on a quelque chose qui est doux, qui permet de se poser, qui est peut-être rassurant pour ces gens, un lieu pour une fois où ils sont peut-être protégés. Et puis c'est aussi le temps de l'attente, c'est-à-dire que ces gens-là restent des mois, si dans certains cas c'est peut-être des années même, à attendre leurs papiers, à attendre une autorisation, à attendre de pouvoir continuer leur chemin, peut-être pour enfin avoir un vrai chez eux. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce travail-là, d'avoir ça au long, de ponctuer régulièrement. Je trouve aussi qu'on le retrouve, c'est important, les objets, alors là je trouve que c'est d'une autre nature. Le choix d'Anaïs, c'est un peu des objets auxquels... ces jeunes femmes, ces jeunes personnes, enfin en l'occurrence ces jeunes femmes, sont attachées. Il y a un nounours, et il est de dos d'ailleurs, on n'est pas dans l'évidence. Donc c'est cet attachement à de ce moment qui peut-être de l'objet qui les a accompagnés dans cette transition avant l'âge adulte, qui a représenté ou qui représente encore quelque chose pour elles. Donc c'est signifiant, c'est important, et le montrer en image, on ne peut pas le deviner si on ne le voit pas. Pour Matt, là, on est dans un cheminement, on est dans une enquête, on mène, on va sur des lieux, on avance, on explore un lieu, on va à la rencontre, les gens sont en mouvement, contrairement aux autres travaux où tout est assez figé, posé. Il y a lui, il est dans cette quête, à la recherche de Thierry, qu'il ne trouve pas, qu'il ne retrouvera peut-être pas. On ne sait rien, on ne sait plus rien sur lui. Et en revanche, ce qui est, je trouve, fort et très important dans ce travail photographique, et puis tout ce que je vous raconte aussi, c'est comment nous, membres du jury, ça a contribué à notre arbitrage, à faire nos choix, comme on a accueilli ces travaux-là. C'est un regard, c'est une réponse pertinente à finalement, à un moment donné, on se dit il y a un échec. Il propose son projet, Matt, de se dire voilà, je vais raconter l'histoire de Thierry avec lui. Et ensemble, et puis, eh bien, il disparaît. Et là, la plupart des photographes s'arrêteraient, diraient c'est fini, l'histoire s'arrête, je suis planté, je ne sais pas comment je vais faire. Et la force des grands photographes, mais quand je dis des grands, on n'est pas là pour décerner des médailles, mais des photographes professionnels, c'est d'être toujours capable d'apporter une réponse, même quand on est face à un très grand obstacle comme celui que finalement, eh bien, on perd la trace de son sujet principal, de son héros, de celui qui est là pour prendre la parole, de celui qui va nous mener. Et finalement, il va la rechercher autrement. C'est réinventer l'histoire, c'est combler ses vides. Et ça raconte autre chose, puisque Thierry n'est plus là,
Mais en revanche, ça raconte les parcours, la vie d'errance de tous ces gens rencontrés sur la route, qui donnent plus ou moins, qui ont raconté plus ou moins à Matt. C'est pas celle de Thierry, mais c'est toutes ces histoires-là. En ne pouvant pas continuer à raconter l'histoire de Thierry, eh bien, c'est la vie d'autres personnes qui est racontée. Donc ces moments-là, ces chemins, eh bien, ils ont cette utilité là aussi, de sentir ce mouvement, cette quête, cette enquête, cette recherche, cette errance. Et est-ce que tu vois, toi, qui avais un petit parcours sur les 4 ans de prix, des différences ou justement des points communs? Ça sera peut-être plutôt les points communs qui vont faire le lien. C'est difficile parce que on a des parcours, enfin il y a des sujets très différents. C'est la 4e édition. Il y a eu Aglaé et Bory avec Odyssée. Là, on a effectivement parlé de l'exil. Il y a certaines similitudes avec le travail de Sarah, tout petit peu, peut-être un petit peu moins avec celui d'Anaïs, mais finalement on rejoint aussi ces problématiques-là de gens qui sont dans quitter un pays et arriver en France. Victorine Alice avec J.S. Saya, eh ben, c'était intéressant parce que là, c'était une rencontre entre une photographe qui recherche un sujet et un homme qui vit je crois que c'était au Bois de Vincennes. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Une vraie rencontre humaine qui devient un projet photographique, un duo, improbable entre guillemets sur le papier, mais qui est magnifique. C'est-à-dire J.S. Saya, eh bien, a commencé à intervenir, à écrire sur les photographies, mais aussi prendre des photos lui-même. Et c'est mélanger les choses. Donc c'est là où je trouve c'est intéressant, c'est que Victorine a fait le choix, et ce qui n'est pas toujours évident, c'est à quel point les photographes peuvent avoir un ego, mais à juste titre. C'est pas forcément toujours mal placé, parce que on fait ce travail, on y met tellement de soi, et c'est tellement compliqué qu'il faut avoir un petit peu d'ego et d'y mettre, je dirais aussi, une puissance de soi. On y met tellement ses tripes que voilà, c'est normal qu'on lâche pas dans son travail et qu'on cherche à l'imposer à tout prix. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est effacée. Victorine, elle a fait le choix de laisser la place à quelqu'un d'autre et que cette autre personne, donc monsieur qui vivait, je crois qu'il ne vit plus dans la rue, peut-être grâce à ce projet-là, mais toujours dans une certaine précarité, mais il a découvert autre chose, il a construit autre chose, je dirais grâce à elle et grâce à ce projet, eh bien ils sont sur un pied d'égalité. Ensemble, ils ont construit ce projet-là. Et ça, c'est quand même assez inhabituel. Cyril Zanettacci, qui était le lauréat de l'année dernière, eh bien là, c'est, je dirais, un peu plus classique, puisqu'il est allé travailler dans le CHAPSA de Nanterre. Le CHAPSA, je me suis renoté pour ne pas oublier, Centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri, qui est une sorte de cours des miracles. Il y a 217 chambres là-bas, des gens qui vivent vraiment dans une très grande précarité. Ça a déjà été photographié auparavant, mais on a apprécié ce regard aussi, gros travail sur la couleur, sur des ambiances, sur des silences. Et c'était juste après, on était encore dans une sorte d'après-confinement. Donc les conditions, on sentait une sorte d'insalubrité, que les lieux sont vieux, anciens, que ces gens vivent là, mais ça reste quand même malgré tout un refuge pour des gens qui sont sans abri. Et c'est un peu une sorte de lieu de dernier secours et dernier recours. Ce lieu d'abandon, mais très digne, essayer de dresser un portrait à la fois des lieux et des gens dans ces lieux, et assez différents, complémentaires de ce que vous avez pu photographier les uns les autres. Vous voyez, à chaque fois, il y a une proposition qui est différente, et ce qui est bien, et merci au prix Caridas, la photo sociale, d'offrir ça, c'est de pouvoir donner la parole à des photographes qui parlaient de la précarité, de la difficulté de vivre dans ce monde et avec les différentes problématiques, que ce soit l'exil, vivre dans la rue et d'autres thématiques que vous accompagnez, vous mettez en avant au sein de Caritas et d'autres associations. C'est aussi ce qu'on attend, nous, quand on est membre du jury, c'est des nouvelles propositions, c'est d'apprendre quelque chose. Avec les 3 travaux dont on a parlé aujourd'hui, on a appris quelque chose sur chacun de ces endroits, et les prix précédents, les éditions, de la même manière. Et c'est ça, je trouve, le rôle fondamental d'un prix comme celui-ci, c'est nous apprendre à s'arrêter, à regarder ce qui est en bas de chez soi, parce que tout le monde court, beaucoup de gens courent, et heureusement, eh bien, on voit que ça touche, il y a des gens qui sont concernés, parce que vous en êtes la preuve, et merci d'être là, d'être nombreux, parce que ce travail-là, il est fait aussi, il a de l'intérêt à partir du moment où il est communiqué, il est transmis, il est partagé, et
cette mairie du 10e arrondissement qui est très engagée dans le social, eh bien ça a du sens d'avoir ces expositions-là qui sont présentées ici, qui sont très bien présentées. Une fois de plus, quand on est rentrés tous ensemble tout à l'heure, il n'y avait pas trop de monde, on l'a vu au moment du vernissage, mais il y avait beaucoup plus de monde, et d'ailleurs tant mieux. Mais là, c'était assez éparse, il y avait peu de personnes, et les couleurs, ces lumières et les travaux photographiques vibraient, étaient présents, occupaient l'espace qui est quand même déjà très chargé, très lourd, un grand escalier, belle architecture, de la pierre, des sculptures à droite à gauche, donc c'est déjà imposant, et malgré tout on était attirés, aspirés, on avait envie d'y aller. Et ça c'est important, donc c'est l'occasion aussi de saluer le travail des équipes de Fêtard et de la mise en place pour mettre en valeur, donner envie d'écouter ces histoires, de les regarder. Tout ça, c'est vraiment très important. C'est ce que je crois qu'on essaye tous de faire, à chacun à notre niveau, pour partager ces histoires et que des gens se sentent soit l'envie de rentrer dans l'engagement social, mais pas forcément, tout au moins d'écouter, et parfois même de façon totalement anonyme, de décider de parler à quelqu'un comme ça, tout simplement dans la rue, sans que personne ne sache rien, mais prendre le temps de rencontrer les gens. C'est ça aussi qui est important, c'est ça aussi l'engagement social. C'est pas besoin d'avoir une médaille ou de s'inscrire dans telle ou telle association, donner de l'argent et d'attendre quoi que ce soit. C'est aussi d'être présent au quotidien, très simplement. Et je trouve que ces travaux photographiques et la photographie sociale en particulier contribuent et peut contribuer à ça. Merci Dimitri, puisque tu fais du bénévolat auprès de personnes à la rue aussi, donc tu connais un petit peu cette population. Mais moi j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé, de mot apprendre, enfin avec ces reportages, parce qu'avant d'arriver, je me suis dit tiens, j'ai cogité un petit peu pourquoi on s'intéresse nous, les associations, à la photo sociale. Donc maintenant je travaille à France Air d'Asile, donc moi je m'occupe de la partie à France Air d'Asile des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, donc après le CADA, donc les gens qui ont la chance de pouvoir accéder aux droits. Avant je travaillais au Secours catholique avec notamment des accueils de jour pour personnes à la rue. Et puis j'ai commencé à travailler sur la photo un peu sociale, on va dire, quand j'ai travaillé pour Handicap International à l'étranger, sur des missions un peu différentes. Et puis après, ça a mûri. Voilà, quand je suis arrivé au Secours catholique il y a 5-6 ans à Paris, j'ai changé de mission. Je m'étais dit, tiens, il y a un truc autour de la photo qui manque, un truc autour de la photo sociale qui est peut-être pas assez encore visible en France. J'avais tâtonné un petit peu du rôle de photographe, puisque justement au Cambodge, j'avais commencé des travaux un peu photographiques avec une agence à Paris et autres. Puis je me suis rendu compte que c'est un métier hyper difficile, complexe. Photographier des gens en précarité, c'est quand même pas si évident que ça. Puis quand j'étais au Secours catholique, j'ai photographié comme tout le monde, mais comme salarié des personnes à la rue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de ce matériau? Et de fait, je ne peux pas en faire grand-chose, parce qu'il y a une relation un peu ambiguë entre un salarié et une personne à la rue. Voilà, et en fait aussi, dans les associations, je me suis rendu compte que on est nombreux à en avoir un petit peu marre du cliché habituel. Tu l'as dit d'ailleurs, Matt, tout à l'heure, sur la personne à la rue, c'est toujours un peu les mêmes types de photos, les illustrations de reportages qui sont un peu caricaturaux. Donc nous, les associations, on a envie de voir aussi un peu autre chose. On a les gens qu'on accompagne qui nous disent mais arrêtons ces images un peu stéréotypées du migrant, du SDF, des trucs comme ça. Et c'est là où je me suis justement revenu sur le fait que la photo, c'est un super outil. Il y a d'autres domaines artistiques qui permettent de le faire, bien sûr, mais qui permettent de travailler là-dessus, quoi. Et puis aussi, d'une certaine manière, quand j'ai discuté notamment au Secours catholique, là, j'ai un ancien collègue du Secours catholique, les équipes de l'équipe communication disent oui, on a un petit peu marre parce que aussi nous, on fait de la photo un peu stéréotypée et on passe commande à des photographes. Alors il faut que la photo soit en couleur, il faut que les gens soient souriants, il faut donner une image positive des situations. Et voilà, donc c'est quand même énormément de contraintes. Et puis, donc, j'ai découvert un peu la photographie sociale. Justement, c'est un peu une branche un peu particulière de la photo documentaire, parce qu'une de ses grandes forces, c'est d'aider à comprendre. C'est pour ça, quand tu as dit tout à l'heure que ça nous permet d'apprendre, pour nous, c'est un des points majeurs de la photo sociale. Enfin, nous, associations, enfin, je dis nous, mais parce que j'en ai travaillé dans 3 ou 4, donc voilà, je suis un petit peu le porte-parole. Mais justement, pour aider à contrer les stéréotypes,
le côté victimisation que tu as utilisé, toi, Sarah, tout à l'heure, et justement, vous n'êtes pas tombé dans ce travers de la victimisation des personnes. Et ça, c'est un point majeur, nous, dans les associations, c'est comment voilà, traiter des sujets, parler. Et ça, la photo, ça permet d'avoir le temps long, en tout cas la photo sociale, ou au moins les photographes qui travaillent sur la photo sociale. Ils ont tous, et vous l'illustrez bien, une implication personnelle. Souvent, c'est lié à un SDF qui frappe chez toi. Sarah, une histoire aussi touchante de ta jeunesse et puis de la suite. Donc, ce côté, pouvoir creuser des sujets, aller vraiment sur le fond, est vraiment très très intéressant pour nous les associations sur notre rôle pédagogique de faire comprendre aux citoyens ce que c'est la réalité de la précarité, que ce soit en France ou ailleurs. Et puis il y a un autre élément qui est pour nous majeur, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, même nous les associations, on a un peu le travers de donner des statistiques, des chiffres, on fait du plaidoyer en disant il y a X% de la population, machin. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à convaincre certains types de Français, notamment là sur un sujet que je connais bien, c'est sur les préjugés sur l'immigration, l'exil, les réfugiés, parce qu'on est en train de perdre la bataille en fait de l'opinion publique sur le sujet. Il faut aussi peut-être retoucher un peu le cœur des gens, des Français, des gens qui votent. Et là, la photo permet aussi de le faire. Donc avec les limites qu'on pourra discuter tout à l'heure, jusqu'où on va sur le côté engagé, est-ce qu'on fait de la photo un minimum objective en fait sur le reportage. Mais en tout cas, la photo sociale pour moi permet d'introduire de la nuance là où aujourd'hui la nuance est extrêmement difficile à faire passer. Ce matin, j'étais, c'est le hasard, à France Air d'Asile, on avait un colloque, une discussion avec des associations qui travaillent sur comment changer le regard des personnes. Donc il y avait une association espagnole qui disait par exemple qu'en Espagne, il y a 20% des gens qui sont très pro, comme nous, les associations de migrants, pro pour l'exil, en faveur, etc., donc très positifs. Il y a à peu près 20% équivalents qui sont extrêmement anti-migrants, mais de manière ultra radicale. Donc là, sur les 20, là, on ne pourra pas changer grand-chose. Nous, les 20 ultra-militants, oui, mais prêcher des convaincus, ça ne sert pas à grand-chose. Et comment on touche les 60% entre les deux, qui finalement ont une opinion assez ouverte, puis l'opinion évolue en fonction de ce que les médias en véhiculent. Et c'est là où, justement, l'association espagnole disait, mais nous, on travaille beaucoup sur la nuance, avec des récits de vie, des histoires, des parcours, et typiquement ce que vous pouvez illustrer dans vos sujets. Alors, toi, Sarah, plutôt sur la question effectivement des migrants, mais après sur les SDF, c'est la même chose. Et ça, c'est très très important pour nous, parce que la photo sociale part avant tout des personnes et des individus au début, même si après ils forment peut-être un groupe. Là aussi, c'est pour ça que quand on voit la série d'Anaïs, c'est intéressant parce qu'elle va illustrer avec une vingtaine de portraits différentes situations, mais à chaque fois, c'est des situations individuelles. Et on les voit, c'est des textes individuels avec, je ne sais pas si vous avez eu le temps de certains pour lire les textes, ils sont extrêmement touchants, quoi. C'est incroyable ce qui est raconté dans ces textes-là. Et là, la photo sociale, pour nous, est un outil assez extraordinaire pour rentrer de l'individu et en faisant quelque chose de plus global. Et puis, alors effectivement, sur la question de l'esthétique, ça a été un grand débat, y compris au Secours catholique, où certains disaient oui, mais c'est trop esthétisant, d'autres qui disaient mais non, au contraire, c'est ça qui est intéressant. Et le débat que vous avez eu tout à l'heure sur les temps un peu de respiration, là, les fameuses teintures mortes dans certains photos, pour moi, sont assez essentielles, parce que justement, typiquement sur un sujet comme le CADA, où les gens sont dans une situation d'attente, comment illustrer par la photographie l'attente, la suspension du temps, l'incertitude des situations des gens, nous on connaît bien, on voit bien, pendant 1 an ou 2, ils sont dans les établissements, dans nos établissements, et ces natures mortes, c'est un petit peu pas de regard, ou en tout cas mise en contexte, sont pour nous hyper intéressants pour qu'on fasse passer auprès de nous-mêmes aussi d'ailleurs, ces sentiments, quoi. C'était très vrai aussi dans le premier, le travail d'Aglaé Bory sur, pareil, c'était un CADA au Havre. Donc elle avait fait un travail très très poétique, mais justement pour illustrer la même logique sur cette question d'attente, ce temps suspendu, les regrets et tout ça. Oui, le lien avec la mer, avec le lien avec, justement, ça s'appelait Odyssée, son sujet. Voilà. Et puis avant, juste un dernier point, parce qu'en fait c'est important, si je m'étais rendu compte, mais en fait un autre point majeur aussi pour nous les associations, et tu l'as dit Emmanuel, c'est ce côté réparatrice de la photo, qu'avait revendiqué Anaïs Oudard, c'est que nous les personnes qui participent à ces genres de projets, alors c'est vrai pour Anaïs, c'était vrai pour d'autres projets avant, c'est aussi une manière pour eux de se revaloriser, de se dire on fait attention à moi en fait. Et ce côté valorisant est assez impressionnant.
Parce que des fois, nous aussi, on a peur de dire aux gens, bon, ils ont fui des pays en guerre, s'ils retournent dans leur pays, ils vont se faire trucider, donc ils n'ont peut-être pas envie de voir leur image partout placardée en France. Et ben en fait, souvent, non. En fait, les gens veulent témoigner et sont prêts à dire, mais nous, si, on veut faire passer ces messages-là, quoi. Voilà. Et sur la petite anecdote sur JSIA, donc la personne à la rue du deuxième projet, eh ben c'est quand même en partie, alors c'est évidemment le travail de Victorine, mais le fait que son travail ait été reconnu, ben il a retrouvé l'énergie pour sortir de sa tente à Vincennes. Il a été retrouver sa famille qui était en Suisse, en fait, en réalité, retrouver un logement social. Il était présent à chaque fois que c'était possible pour parler du travail. Il Exact. était invité vraiment à part égale avec Victorine. Et du coup, c'était fort et important d'avoir quelqu'un qui était finalement à la fois le sujet et l'auteur du projet, des deux côtés. Et donc, c'était assez touchant et c'est en ça que ce projet-là était intéressant dans son écriture, dans sa proposition et finalement dans son aventure humaine, puisque c'était un peu ça, une aventure, mais au sens premier du terme, parce que c'est une vraie aventure, c'est une rencontre, et il ne savait pas où ça allait aller, et ça a mené à, justement, à obtenir un prix ensemble. En tout cas, merci à tous, merci pour toutes ces questions, et puis on essaie de se retrouver. Alors, on va changer l'année prochaine le calendrier du prix, on l'a pas encore tout à fait défini, donc on va le communiquer bientôt. Merci à tous nos intervenants, merci à nos partenaires, et puis j'espère à très bientôt. Et merci au public. Voilà, merci. Et puis vous avez l'expo, elle est encore jusqu'à samedi, donc vous pouvez en profiter maintenant dans un quart d'heure, donc il ne faudra pas trop traîner. Merci à tous.